Cinquièmement, séjour à Fès. À mon passage à Tanger, M. Benchimol, dont le nom est connu en France par les importants services que depuis plus d'un siècle sa famille ne cesse de rendre à notre pays, m'avait donné une lettre pour un des principaux négociants de Fès, M. Samuel Bensemhoun. Je me fis immédiatement conduire à la maison de ce dernier. Je reçus de lui le meilleur accueil. Je lui demandai aussitôt de m'aider à trouver les moyens de gagner le Tedla. Il me promit de le faire, et il m'offrit si cordialement l'hospitalité que je n'hésitai pas à l'accepter. D'ailleurs, je comptais ne passer que peu de temps à Fès. Cette ville étant décrite dans plusieurs ouvrages, en grand détail, et mieux que je n'eusse pu le faire, je n'avais pas à l'étudier. Il me tardait au contraire de la quitter pour entrer enfin en pays inconnu. Je priai donc M. Bensemhoun de hâter mon départ pour le Tedla. Je tenais à y aller en coupant au court, à travers le massif inexploré qu'occupent les Zmour Shlha et les Zayan. Ce que je désirais n'était pas chose aussi facile que je l'avais cru. Nous n'obtînmes d'abord que les renseignements les plus décourageants. Le chemin que je voulais prendre était impraticable. Jamais on ne le suivait. Les Zayan et les Zmour Shlha étaient des tribus sauvages, chez lesquelles il était impossible de voyager. Il ne fallait pas songer à une route pareille. D'ailleurs, nous n'avait-on pas une autre, aussi sûre que celle-ci l'était peu, celle qui se prônait toujours et qui passait par Rabat et Dalbida. On eut beau chercher, questionner, s'informer, ce fut tout ce qu'on put obtenir. Au bout de 8 jours, force fut de s'avouer qu'il n'y avait rien à espérer à Fès. Mon hôte fit alors une dernière tentative. Il écrivit à Meknès, priant un de ses amis d'y continuer les recherches qui jusque-là avaient si peu réussi. La réponse ne se fit pas attendre. Il existait à Meknès un shrif, homme honorable, qui connaissait le chemin que je demandais. Il l'avait suivi lui-même plusieurs fois. Comble de bonheur, il avait l'intention d'aller à Bouljad dans quelque temps. Je pourrais partir avec lui, il se faisait fort de me faire passer partout. Mais il ne voyagerait qu'à la fin du Ramadan. Or, le Ramadan commençait à peine. Elle était dure d'être arrêté 1 mois à Fès. D'autre part, l'occasion qui s'offrait était unique. Il fallait ou l'attendre ou se résigner à suivre la route ordinaire. Je ne balançais pas, j'acceptais la proposition du shrif. Quant à mon séjour à Fès, je m'efforcerai de l'employer le plus utilement possible. J'en profiterai pour aller visiter Teza et Sfro. Je ne puis dire combien de zèle montra M. Bensemhoun en ces négociations. C'est lui qui fit toutes les démarches, toutes les recherches. Jusqu'au moment où la dernière disposition fut prise pour mon départ, il quitta ses occupations, négligea ses affaires, pour se consacrer en entier à ce que je lui avais demandé. Il montra en tout une intelligence, une activité, une discrétion dont je ne devais pas trouver d'autres exemples au Maroc parmi ses coreligionnaires. توت ياك حلقتو والتوت منو 3. La population de Fès est d'ordinaire estimée à 70 000 habitants, dont 3 000 Israélites. Ces chiffres ne sont, je crois, pas loin de la vérité. Fès fait un commerce considérable. Elle est le centre où affluent d'une part les marchandises européennes venant de Tanger, de l'autre les cuirs du Tefilelt, les laines, la cire et les peaux de chèvre des Hayat Youssi et des Bni Warain, parfois même les plumes du Soudan. Les laines, les peaux, la cire sont expédiées par grande quantité en Europe. Les plus beaux cuirs restent à Fès, où, travaillés par d'habiles ouvriers, ils servent à faire ces blas, ces coussins, ces ceintures, objets de luxe qu'on vient y acheter de tous les points du Maroc du Nord. Note de l'auteur. Le Maroc se divise politiquement et commercialement en 2 régions distinctes et presque sans rapport l'une avec l'autre. La première a Fès pour centre. On peut l'appeler Maroc du Nord, royaume de Fès. La seconde a pour centre
Marrakech. Elle peut se désigner sous le nom de Maroc méridional au royaume de Marrakech. Ces deux régions ont chacune leur capitale, chacune leur port, chacune leur commerce, et sont séparées par une longue ligne de tribus indépendantes, les Z'ir, les Zemmour Shlha, les Ayan, les Ishqorn, les Aed Serri, les Braber. Note de la rédaction. On se rappelle que l'auteur désigne par cette appellation les tribus amazirs à l'est du Grand Atlas, en particulier la confédération des Aït Yefelmen et leurs rivaux, les Aït Atta. Fin de note de la rédaction. Elles sont séparées par une longue ligne de tribus indépendantes et par les régions montagneuses qui s'étendent entre les bassins de l'Omorbea et du Dra, d'une part, et ceux du Sbou, de la Melouia et du Ziz de l'autre. Il n'y a que 2 points par où communiquent ces 2 contrées, et se trouvent aux extrémités opposées de la ligne qui les sépare. Ce sont au nord-ouest le bord de la mer, au sud-est la plaine qui, par le Todra, le Firkla et le Réris, s'étend entre l'oued d'Eddes et l'oued Ziz. Les 2 chemins qui suivent, l'un cette plaine, l'autre le rivage de l'Océan, sont les seuls qui mettent en relation le Maroc du Nord et le Maroc du Sud. Fin de note. Les objets d'origine européenne arrivant dans la ville sont nombreux. Velours, soieries, passementeries d'or et d'argent venant de Lyon, sucre, allumettes, bougies de Marseille, pierres fines de Paris, corail de Gênes, cotonnade américaine, Chine, indienne, drap, papier, cotellerie, aiguilles, sucre, thé d'Angleterre, verrerie et faïence d'Angleterre et de France. Une portion de ces marchandises, tout ce qui est passementerie, pierres fines, cotellerie, reste à Fès. Le reste, c'est-à-dire la plus grande part de beaucoup, va alimenter des marchés de Fès au Tefilelt. Les grands négociants de la capitale envoient des agents munis de cotonnades et de blras sur les marchés des Hyaïna et des Bnimgild. De plus, ils ont des correspondants échelonnés depuis Sofro jusqu'au Rtb et leur expédient du sucre, du thé, des cotonnades qui s'écoulent de là chez les Bni Waraïn, les Aït Yussi, les Aït Srochn et chez toutes les tribus de la Haute Melouia et de l'Ouadziz. D'un autre côté, les caravanes qui viennent du Tefilelt apportant des cuirs et des dattes s'en retournent chargées de cotonnades, de sucre, de thé, de riches vêtements de drap et de belras fines pour lesquels Fès est renommée, et d'une paquetie de parfums, de papier, d'aiguilles, d'allumettes, de verre et de faïence. Fès fournit ainsi non seulement une partie du Maroc central, mais encore la plus grande portion du Sahara oriental, toute celle qui dépend commercialement de l'Ouadziz. الحب والهوى والموت جمعوا عليا بثلاثة. Un commerce aussi étendu serait la source de richesses immenses dans un autre pays. Mais ici, plusieurs causes diminuent les bénéfices. D'abord, le prix élevé des transports, tous faits à dos de chameaux ou de mulets, prix que doublent au moins les nombreux péages établis sur les chemins du nord de l'Atlas et les escortes qu'il est indispensable de prendre au sud de la chaîne. Ensuite, dans une région dont la plus grande partie est peuplée de tribus indépendantes et souvent en guerre entre elles, dont l'autre n'est qu'à moitié soumise et se révolte fréquemment, il arrive sans cesse qu'une caravane est attaquée, qu'un convoi est pillé, qu'un agent est enlevé. Le commerce a donc ses risques et plus d'un motif vient en amoindrir les gains. Enfin, elle est entravée encore par le manque de crédit et par l'usure. Le taux de l'intérêt atteint au Maroc des limites fantastiques. Ou plutôt, il n'en a pas. Voici le taux auquel prêtent à Fès des Israélites qui se respectent. 12% pour un coreligionnaire d'une solvabilité certaine. 30% un musulman d'une solvabilité également assurée. 30% pour une personne de solvabilité moins sûre, mais qui fournit un gage. 60% dans les mêmes conditions, sans gage. Note de l'auteur. Il faut aussi compter parmi les obstacles au commerce l'absence d'un système monétaire uniforme. Il y a bien une unité monétaire, le mtqal, se divisant en 10 oqiya. Mais c'est une valeur toute théorique.
et il n'existe point de monnaie la représentant. On se sert de pièces étrangères et de quelques rares pièces du pays, les unes et les autres changeant de valeur dans chaque ville, dans chaque tribu. Les pièces en usage sont le riel, pièce de 5 francs, française ou espagnole, et la cour partout. C'est la monnaie principale, l'unité dont on se sert pour tous les comptes, toutes les évaluations. La peseta, pièce de 1 franc, 5 valent 1 riel. Toutes les pièces d'1 franc, françaises ou espagnoles, passent dans les grandes villes. Hors de là, n'encourent que les vieilles pesetas espagnoles du siècle dernier et les 10 premières années de celui-ci. Diverses monnaies marocaines en argent. Il y en a d'une foule de modèles. Les unes anciennes, les autres neuves. Les plus fortes sont un peu plus grosses qu'une pièce de 0 francs 50. On ne leur donne pas d'autre nom que celui de leur valeur en ouqiya, valeur qui change en chaque lieu. Elles passent dans tout le Maroc, mais avec une valeur relative moindre que celle des pièces européennes. Les pièces de 2 francs, de 0 francs 50 et de 0 francs 20 n'encourent que dans les grandes villes. Elle en est de même de toute la monnaie d'or. Les populations des campagnes et des petites localités, n'ayant pas le moyen de la contrôler, refusent de l'accepter, craignant d'en prendre de fausses. Comme monnaie de cuivre, on se sert d'une monnaie nationale dont l'unité est la mozona. On compte 4 mozonas dans l'ouqiya et 40 dans le mitral. Cette monnaie est en usage dans tout le Maroc. Sa valeur y est uniforme. C'est la seule pour laquelle il en soit ainsi. Il n'y a pas de pièce d'une mozona, il y en a de 2/3 de mozona, de 1/6 de mozona, etc. La pièce de 5 francs, seule unité pratique, a une valeur qui diffère en chaque lieu. De plus, en un même point, cette valeur n'est pas fixe. Elle oscille sans cesse entre certaines limites. Voici ce qu'elle valait en divers endroits aux époques où je les ai traversées. Tanger, Tétouan, L'Qsar, Fès, Meknès, 10 mitral. De Meknès à Demnet, 8 à 9 mitral. Demnet, Zawiyat Sidi Rahal, 10 mitral. Taznacht, 10 à 11 mitral. Znaga, 8 à 9 mitral. Tessent, 4 mitral, 1 demi à 5 mitral. Tata, Qa, Issefn, Ilelen, Shtuka, Agadir et Rir, partie méridionale de la tribu des Haha, tout le Sahel marocain, de 3 mitral 1 demi à 4 mitral 1 demi. Ilir, sur l'oued Sidi Mohamed ou Yaqoub, 12 mitral. Taroudant, Hawara, Mnaba, 12 mitral 1 demi. Partie septentrionale de la tribu des Haha Mogador, 12 à 13 mitral. Mzgita, Aetzedrat, 11 mitral 1 demi. Tinzouline, 8 mitral. Toute la partie du pays de Dra, située au sud de Tinzouline, Tazarine, Todra, Ferkla, Tafilelt, 4 mitral. Daddes, 4 mitral 1 demi. Qsabi Shorfa, Missour, au Tatoulad el-Hajj, 9 mitral. Dubdou, 2 mitral 1 demi, c'est-à-dire sans mozona. On a adopté cette valeur pour pouvoir compter d'après la règle française. Dans ces conditions, chaque mozona vaut 5 centimes. On compte à Dubdou par doro, franc, sou. Qasbat l'Ayoun, 3 mitral. Ainsi qu'on le voit, la pièce de 5 francs ou riel vaut de 8 à 12 mitral dans le nord et dans le centre du Maroc. Cette valeur baisse brusquement et tombe à 4 mitral, parfois même un moins, dans le Sahel, nom de la région qui borde l'océan au sud de l'Oued Souss, et dans le Sahara. De même à Debdou et aux environs de la frontière française, algérienne. La nécessité de se rapprocher de notre système a fait, dans une zone restreinte, tomber le riel à 2 mitral, 1 demi et 3 mitral. Dans ces monnaies de valeur si variables, il circule beaucoup de pièces fausses. Il en existe parmi les riels, et il en existe surtout parmi les pesetas espagnoles, qui sont la monnaie la plus commune. Ces anciennes pièces, à empreintes souvent effacées, sont d'une imitation facile.
Aussi, dans celles qui servent actuellement, s'en trouve-t-il plus de fausses que d'authentiques. Ce sont les juifs, les talebs, les shrifs qui les confectionnent, tous ceux, en un mot, qui ont quelques instructions. La plupart d'entre eux s'occupent d'alchimie et en attendant qu'ils découvrent la pierre philosophale, font de la fausse monnaie. Dans ces conditions, on ne reçoit d'argent qu'avec la plus grande précaution. Le moindre paiement exige, dans les campagnes surtout, un temps infini. On accepte une pièce qu'après l'avoir tournée, examinée, montrée à 2 ou 3 personnes, fait voir à un juif, s'il s'en trouve. Quant aux monnaies d'or, on n'en veut point, dont on craint d'en prendre de fausses. Enfin, il n'y a pas jusqu'à celle de cuivre qui ne soit souvent falsifiée. Fin de note. Dans les diverses villes du Maroc que j'ai vues, le costume des musulmans de condition aisée est le même. Je le décrirai ici une fois pour toutes. Linge de coton. Comme principal vêtement, soit un costume de drap brodé à la mode algérienne, soit un long cafeton de drap de couleur très tendre, soit plus souvent encore la farajia, sorte de cafeton de coutil blanc cousu au-dessous de la ceinture, comme la gondoura, et se fermant du haut par une rangée de petits boutons de soie. Sur la tête, un large turban en étoffe très légère de coton blanc. Par-dessus le tout, un léger haïk de laine blanche unie. Aux pieds, jamais de bas, de simples belras jaunes. Au Maroc, la couleur des belras a la plus grande importance. Le jaune est réservé aux musulmans, le rouge aux femmes, le noir aux juifs. C'est une règle rigoureuse observée même dans les campagnes les plus reculées. Les citadins portent rarement le burnous et ne fait pas partie de leurs habits ordinaires. On ne le met que lorsqu'il fait froid. Les marchands, les individus de conditions secondaires, remplacent volontiers le costume algérien, le caftan, la farajia, par la djellabia en laine blanche et en drap bleu foncé. Avec la djellabia, on ne porte pas le haïk. Quant aux pauvres, ils n'ont qu'une chemise et une djellabia grossière. Les musulmans de Fès ont la peau d'une blancheur extrême. Ils sont en général d'une grande beauté. Leurs traits sont très délicats, efféminés même, leurs mouvements pleins de grâce. Passant leur vie dans les bains, ils sont la plupart, même les pauvres, de cette propreté merveilleuse qui distingue les musulmans des villes. Si dans les cités la mode est invariable, c'est tout le contraire dans les campagnes. À chaque pas, je la verrai changer. Je signalerai chemin faisant ces différences. Et ils sont tels qu'on peut dire, à la vue du costume et des armes d'un Marocain, à quelle région il appartient. De Tétouan à Fès, l'habillement est uniforme. C'est pour les gens dont l'aisance une chemise de coton ou de laine, une djellabia blanche, un haïk. Les pauvres portent des djellabias de couleur ou des lambeaux d'étoffe blanche dont ils se couvrent comme ils peuvent. Les uns et les autres sont pour la plupart tête nue. Quelques-uns s'enroulent autour de la tête un turban étroit et mince qui en laisse le sommet découvert. En fait d'armes, on a le fusil à un coup, à pierre, canon long, large crosse triangulaire de bois noirci. La crosse est très simple, sans autres ornements que de légères incrustations de fils d'argent. Ces fusils se fabriquent surtout à Tétouan. La poudre se porte dans des boîtes de bois en forme de poire. Elles sont toutes couvertes de gros clous de cuivre et de sculptures coloriées. Les sabres sont rares dans cette région. Les cavaliers seuls en ont. Les lames en sont courtes, 70 à 80 cm, droites ou peu recourbées, très flexibles. Les poignées de corne ou de bois avec gardes et branches de fer, les fourreaux de bois couverts de cuir avec garniture en cuivre. Ce type de sabre est le seul en usage au Maroc.
Enfin, ici comme ailleurs, tout le monde, hors des villes, porte habituellement le poignard, même étant désarmé. Il sert au besoin de couteau. Il y a 2 modèles de poignard au Maroc. L'un court et à lame courbe, seul usité dans le massif du Grand Atlas et au sud de cette chaîne, l'autre plus long et à lame droite, en usage dans le nord, où l'on rencontre aussi quelquefois, mais rarement, le poignard recourbé. Les harnachements des chevaux sont au Maroc les mêmes qu'en Algérie, mais les housses de selle sont de drap rouge au lieu d'être du cuir. Et les poitrails et les brides sont brodés de soie d'une seule couleur, rouge d'ordinaire. غزالي مشمومي شميتو غزالي مشمومي شميتو غزالي ودبلي ورميتو يا الهوا مسكات يا الهوا غزالي جات الشتا وحياتو غزالي جات الشتا. La ville et la province de Fès sont administrées par 3 bachas, commandant chacun une portion de la ville et un certain nombre de tribus de la campagne. Note de l'auteur. Voici comment il se partage l'autorité. Premièrement, le Bacha Sidi Abdullah. Il a 2 lieutenants, Khalifa, nommés directement par le sultan. Relève de lui Fès el-Qdim, Fès el-Bali. Les gens du Rif habitant le Gubgub et le Lemta. Le Jebel Zerhoun avec Zawiyat Moulay Idriss, dont il nomme le Qaïd. Il y a un Qaïd à Zawiyat Moulay Idriss et des cheikhs dans les autres villages du Zerhoun. Les Ouled el-Hajj habitant autour du pont du Sbou. Deuxièmement, le Bacha Ould Dabba Mohammed. Il est assisté d'un lieutenant nommé par le sultan. Sont sous son autorité le Mlah de Fès, les Ouled Jama, 2 marchés dans la tribu, les Bhalil, les Ouled el-Hajj habitant sur la route de Fès à Sfro, les Shja, à quelques heures de Fès, les Hamian, les Mhaya, les Ouled Sidi Cheikh, les Douiminia, campant tous dans le Séis. Les Romara, près des Shja. Toutes ces tribus sont dites de plaine. Voici maintenant les tribus de montagne. Les Fishtala, sur le chemin du Rif, à une demi-journée de Fès. Les Bni Warial, sur le chemin du Rif, au-delà des Fishtala. Dans ces diverses fractions, c'est le Bacha qui nomme les chefs. Ceux de la plaine sont appelés Khliftsour, lieutenants du marché, parce que c'est sur les marchés qu'ils rendent la justice. Les petites tribus en ont un, les grandes en ont plusieurs. Dans la montagne, ils portent le nom de Shir. Les Fishtala et les Bni Warial en ont un chacun. Troisièmement, le Bacha al-Hajj Saïd. Son commandement se compose de Qasbat Shrarda, redoute faisant partie de l'enceinte de Fès Jdid au nord de Bab Sigma, Sofro, où il nomme le Qaïd ainsi que le cheikh des Juifs, les gens du Souss et les nègres résidant aux environs de Fès, les Shrarda, habitant entre Fès et Sofro, dans la partie appelée Bourjouane. Hajj Saïd est secondé par un khalifa. Fin de note. Il n'y a point de grand commandement dans le bled de Marsn. Jamais plusieurs tribus considérables, plusieurs villes ne sont réunies sous l'autorité d'un seul. Chaque tribu de quelque importance, chaque cité, chaque province a son qaïd, nommé directement par le sultan et ne relevant que de lui. Bien plus, dans les capitales, à Fès et à Marrakech, et dans les grandes tribus telles que les Haha, les Chaouia, etc., l'autorité est répartie entre plusieurs gouverneurs. Ils portent le titre de Bacha dans les résidences impériales, Marrakech, Fès, Meknès, celui de qaïd partout ailleurs. Cette extrême division du pouvoir a pour but d'empêcher les révoltes. Le soin constant du sultan est de veiller à ce que personne dans ces États ne devienne trop riche, ne prenne trop d'influence. Il suffirait de si peu pour renverser son trône chancelant. Lu pour vous par Mohamed El-Kachtoub.
Dans le prochain épisode, l'auteur nous mènera vers l'une des plus dangereuses contrées du Maroc d'antan, Taza et ses environs, à l'époque sous la terrible houlette de la tribu des Rieta. En cours de route, nous vivrons pour la première fois en direct un de ces dangereux incidents du voyage évoqués précédemment. Veuillez vous abonner à la chaîne Maghriberia sur YouTube pour être au rendez-vous avec cette aventure qu'est Reconnaissance au Maroc.